remercier les organisateurs de cette réunion et mon ami Frédéric Viré, mon ami Xavier Chiknagorian, que je connais tous les deux depuis de nombreuses années, et je les remercie de m'avoir invité à venir vous parler aujourd'hui avec une petite émotion, puisque je suis un Toulonnais natif, et donc je suis un pur produit de cette ville qui est resté très cher à mon cœur pour tout un tas de raisons, et je reviens donc assez souvent pour des raisons extra-médicales et plutôt sportives. Et donc pour une fois, je vais parler médecine à Toulon. Alors la présentation que je vais essayer d'ouvrir concerne en effet les premières tentatives de mise au point d'une médecine personnalisée dans le domaine des cancers du sein, et c'est maintenant quelque chose qui est suffisamment abouti pour qu'on puisse déjà tirer quelques conclusions et dresser quelques perspectives. Alors je vais commencer par une définition assez grossière qui existe depuis déjà de nombreuses années, proposée par deux organismes états-uniens de référence. D'abord, on peut définir la médecine personnalisée comme cette pratique émergente de la médecine qui va utiliser le profil génétique des individus pour guider les décisions concernant prévention, diagnostic et traitement des maladies. Et puis une définition qui est finalement assez voisine, qui est celle de la FDA, chez qui la médecine personnalisée, c'est le moyen d'obtenir les meilleurs résultats médicaux en choisissant les traitements qui correspondent au profil génomique du patient ou à certaines caractéristiques de ces protéines circulantes ou localisées à la surface cellulaire. Vous voyez, ce sont des définitions assez simples. Mais si on veut rentrer dans le détail qui a conduit à proposer cette stratégie thérapeutique dans le domaine de la cancérologie, il faut bien dire que les choses ont véritablement commencé de façon sérieuse au début des années 2000 avec cette onde de choc majeure, ce tsunami qui a représenté le séquençage du génome humain, l'aboutissement des projets de séquençage du génome humain, avec ces deux publications dans les grands journaux scientifiques de 2001. Alors à partir de cette onde de choc majeure, se sont développées en oncologie et tout particulièrement en phéno-oncologie deux grandes stratégies qui ont occupé les chercheurs spécialisés ces 10 dernières années. La première vague secondaire a été celle des microarrays, donc des profils d'expression ARN, dont on va dire quelques mots tout à l'heure, et qui nous ont occupés donc pendant un certain temps. Et puis récemment, la deuxième vague qui a été générée par le tsunami initial, c'est celle du séquençage de nouvelle génération, du séquençage pangénomique, où on est capable d'analyser sur un tissu tumoral donné un certain nombre d'altérations structurales du génome, des altérations du nombre de copies, des mutations, et vous allez voir, à partir de ces altérations, un certain nombre de stratégies immédiatement cliniques peuvent être dérivées. Alors quelques mots quand même sur tout ce dont vous avez entendu parler ces 10 dernières années à propos des profils d'expression ARN, ce que l'on a appelé les études transcriptomiques. Il y a eu en fait deux grandes approches dans le cancer du sein qui ont été développées à partir de ces données transcriptomiques, donc ces études de profils d'expression ARN. D'abord des approches non supervisées qui ont permis de débaucher un portrait moléculaire des cancers du sein qui nous a beaucoup aidé à fonctionner ces dernières années, et puis des approches plus supervisées qui ont consisté à essayer de mettre au point ce qu'on appelle des signatures moléculaires pronostiques ou prédictives de l'évolution clinique, dont certaines sont aux portes de l'utilisation de routine maintenant. Alors, quelques mots sur ce que l'on a appelé des portraits moléculaires. En fait, les portraits moléculaires, c'est la vision nouvelle du cancer du sein qui a émergé de ces stratégies d'analyse du transcriptome et qui ont permis de mettre une réalité biologique sur quelque chose qu'on palpait depuis déjà longtemps, à savoir
le fait que les cancers du sein n'étaient pas une maladie homogène, mais une collection de maladies différentes les unes des autres, qui avaient finalement pour point commun essentiel de naître au même site, mais c'était à peu près tout. On pouvait distinguer sur la base du profil d'expression ARN des différences dans les facteurs de risque, des différences dans les présentations cliniques, des différences dans les formes histopathologiques, dans le pronostic et dans la réponse au traitement. Et donc le grand mérite de ces approches de profil d'expression ARN a été de mettre une réalité biologique sur cette réalité clinique, de distinguer au sein de la grande population des cancers du sein des sous-groupes de maladies qui étaient différentes et de pointer les acteurs moléculaires qui expliquaient ces différences. Alors, vous avez plus ou moins, selon votre degré d'implication dans la prise en charge des cancers du sein, déjà entendu parler des sous-types moléculaires qui constituent les cancers du sein, les sous-types luminaux, ou les sous-types R2, ou les sous-types basal-like, et on ne rentrera pas dans le détail, mais cette liste s'est encore diversifiée dans les années qui ont suivi. Et au sein de ces sous-types, on a identifié les acteurs moléculaires qui jouent un rôle principal dans le développement de ces maladies. Le gène des récepteurs aux œstrogènes et les gènes qui y sont reliés, les facteurs de prolifération et l'oncogène HER2 lui-même. Tout ça a contribué donc à modifier quand même de façon réelle la vision que nous avions des cancers du sein. Alors l'autre élément qui a été également extrêmement développé pendant le début des années 2000, ça a été la mise au point des signatures pronostiques. On a tous entendu parler ces 10 dernières années de ces tests issus de l'analyse du transcriptome des cancers du sein qui devaient nous permettre de répondre à des objectifs pragmatiques, identifier des patients de bon pronostic après un traitement local et une hormonothérapie optimale qui n'auraient pas besoin d'une chimiothérapie adjuvante avec les effets secondaires que cette stratégie implique, et éventuellement même prédire au sein de ces malades quelles sont celles qui bénéficient d'une chimiothérapie adjuvante. Donc, tout à l'heure, on parlait de meilleure vision moléculaire des cancers du sein, et là, on parle d'approche pragmatique, identifier chez les malades tout venant quelles sont celles qui ont besoin ou non d'une chimiothérapie. Alors, il y a deux signatures qui sont à l'heure actuelle très avancées et pour certains pays déjà dans la pratique courante et qui permettent ou qui tentent de répondre à cette question que j'ai mentionnée. Vous avez la signature MammaPrint qui est commercialisée par la boîte néerlandaise Agendia. C'est une signature issue d'une analyse ARN ciblée sur 70 gènes qui se fait à partir de tissu tumoral congelé. L'analyse est centralisée. Le test a été enregistré officiellement par la FDA. Il se propose à des tumeurs localisées qui n'ont pas d'envahissement ganglionnaire. Et l'idée est donc d'identifier les patientes à risque d'évolution métastatique qui justifieraient une chimiothérapie adjuvante. Cette technique, elle a été validée de façon rétrospective sur de grandes séries issues d'essais randomisés, donc elle a un niveau de preuve qui est assez élevé. On attend le résultat définitif d'une étude qui s'est terminée il y a maintenant 2 ou 3 ans, qui est l'étude MENDACT, qui testait la validité prospective de cette signature dans la stratégie thérapeutique de routine des patients. Donc, les résultats sont attendus pour les mois qui viennent. La deuxième grande signature, qui est déjà une réalité dans un certain nombre de pays, et notamment aux États-Unis, où l'accès, où les problèmes de remboursement ne se posent pas, eh bien, vous avez le test Oncotype DX, commercialisé par Genomic Health. Donc, c'est également une signature multigénique. Celle-ci peut être développée à partir de tissus fixés inclus en paraffine. C'est une analyse en RT-PCR qui porte sur 16 gènes impliqués dans la biologie des cancers du sein. Cette analyse est également centralisée, et là encore, elle concerne des tumeurs du sein localisées, sans envahissement ganglionnaire axillaire, au moins dans la forme initiale, qui expriment les récepteurs aux œstrogènes, qui sont candidats à une hormonothérapie, et pour lesquels on peut donc, si la patiente est classée à faible risque, envisager d'omettre une chimiothérapie adjuvante. Alors, là encore, il y a un grand nombre d'arguments et de preuves issues de l'analyse rétrospective d'essais cliniques prospectifs randomisés, mais il manque une validation prospective qui devrait être apportée par les résultats attendus de l'étude Telorix, qui elle aussi s'est conclue il y a maintenant 2 ou 3 ans, avec également une étude qui est en cours pour tester le même concept de signature
pronostic avec identification de patients de bon pronostic, y compris chez des patients qui auraient un envahissement ganglionnaire de faible ampleur, et c'est l'étude RX-Ponder. Donc là, on est dans l'aboutissement des 10 premières années du nouveau siècle, où les approches d'analyse du transcriptome ont pu générer des possibles applications cliniques dans la prise en charge des patients. Alors la deuxième grande vague qui a commencé, elle, il y a tout juste quelques années, et qui nous intéresse tout particulièrement et sur laquelle je vais m'arrêter, c'est la vague du séquençage de nouvelle génération, ce qu'on appelle communément le NGS, pour Next Generation Sequencing. Cette vague, elle a été rendue possible par deux grandes caractéristiques. D'abord, une prouesse technologique qui consiste à rendre faisable la parallélisation et la massification des techniques de séquençage. En gros, et sans rentrer dans les détails, il est donc possible maintenant d'immobiliser et d'amplifier des fragments d'ADN permettant l'analyse simultanée de plusieurs milliers à plusieurs millions de séquences, et c'est l'élément nouveau, dans un temps limité qui devient de plus en plus compatible avec le temps de la décision clinique. On peut ainsi identifier un certain nombre d'altérations, dans le détail desquelles on ne va pas rentrer, qui concernent soit un jeu de gènes qui peut aller de quelques dizaines à plusieurs centaines, voire, et c'est une des options qui devient possible, voire la totalité du génome. C'est ce qu'on appelle les stratégies de whole genome, donc la totalité du génome est séquencée. Et il peut même être séquencé au niveau ARN, c'est-à-dire qu'on peut même avoir une idée de ce qui est exprimé des altérations de l'ADN. Alors, ces approches de séquençage de nouvelle génération, elles ont subi en fait des évolutions assez classiques avec les technologies quelles qu'elles soient. La diminution importante des coûts, vous voyez sur le petit diagramme de gauche que petit à petit, le coût d'une analyse génomique a diminué de façon de plus en plus importante, et maintenant, à l'heure actuelle, on pense qu'il est possible d'envisager d'avoir un séquençage complet pour moins de 1 000 euros. Et puis, parallèlement à cette diminution des coûts, eh bien, vous avez, sur la diapositive, sur le diagramme de droite, l'augmentation du nombre des génomes séquencés publiés dans la littérature scientifique, et maintenant, cette diapositive est déjà dépassée, elle s'arrête à la fin 2013, mais le nombre de génomes séquencés a explosé ces 2 dernières années. Alors on va s'arrêter tout particulièrement sur ce qui s'est passé dans le cancer du sein. En fait, dans le cancer du sein, ce qui a été la date clé, c'est l'été 2012, puisque à l'été 2012 sont parus dans Nature un jeu de papier décrivant des approches d'analyse génomique à haut débit, de séquençage pangénomique dans un certain nombre de cancers du sein, essentiellement des cancers du sein localisés. Et ces analyses ont permis, avec des résultats complexes, d'augmenter un peu plus encore la vision moléculaire des cancers du sein qu'on avait ébauchée avec les stratégies d'analyse de l'ARN. Pour faire très simple et de façon très humble, si on peut retenir pour des cliniciens quelques conclusions de ces premières analyses génomiques à haut débit sur des populations importantes de cancer du sein, ce qu'on a pu voir, c'est d'abord que la plupart des altérations moléculaires qu'on retrouve sont des altérations rares. Elles sont à la fois très diverses, donc très fréquentes, mais elles sont rares individuellement. Ainsi, on n'a finalement que 3 mutations qui sont retrouvées dans plus de 10% de la population. Ce sont des mutations P53, PIK3CA et GATA3, donc des mutations de gènes qu'on retrouve plus souvent que 10% dans la population. Les autres altérations moléculaires, et vous les voyez sur ce diagramme dont Norbert vous a présenté l'équivalent en hémopathie, vous le voyez, hein, ici vous avez les patients en colonne, et puis en ligne vous avez les altérations moléculaires, et vous voyez qu'en fait pas un patient ne ressemble, enfin très peu de patients se ressemblent, et les altérations qui sont visibles sont réparties de façon assez peu fréquente en récurrence dans la population. Et donc cette donnée moléculaire est extrêmement importante pour la suite, et elle vient se combiner à une autre donnée d'importance, c'est que les métastases dans leur panorama moléculaire sont différentes des tumeurs primitives,
Et même, au sein des tumeurs primitives, il est possible d'identifier une hétérogénéité au niveau de ces altérations moléculaires selon la région à laquelle on s'intéresse. Donc, ce sont les données de base qui ont émergé de ces approches de séquençage génomique et qui vont avoir un intérêt en clinique. Alors, pourquoi elles vont potentiellement avoir un intérêt majeur? Parce qu'elles vont rencontrer les stratégies de développement thérapeutique dans les cancers du sein, et notamment dans les cancers du sein métastatiques, et c'est ce sur quoi je veux m'arrêter pour la dernière partie de ce talk. Les cancers du sein métastatiques, les 10 dernières années de développement thérapeutique ont reproduit un schéma assez récurrent, qui est le suivant. On connaît la biologie de la cellule cancéreuse, on identifie des cibles thérapeutiques potentielles, et on développe des molécules dont on pense qu'elles peuvent être actives sur ces cibles thérapeutiques. Alors, on a des exemples réussis de ce type d'approche dans le cancer du sein. On a par exemple le traditionnel exemple de HER2. On identifie HER2 comme l'oncogène majeur d'une petite partie des cancers du sein, 15 à 20%, et on développe des thérapeutiques ciblées, qui d'ailleurs s'empilent les unes sur les autres, pour corriger, comme on le disait tout à l'heure, au mieux les conséquences de cette anomalie. Et puis on peut reproduire, ou en tout cas on essaie de reproduire le même jeu victorieux avec d'autres altérations moléculaires qui ont été mises en évidence, les altérations de la voie PI3 kinase AKT-mTOR, et là vous avez un certain nombre de thérapeutiques moléculaires ciblées sur les acteurs de cette voie qui sont en développement et qui sont pour certaines rentrées dans le cadre de l'utilisation courante. Vous avez par exemple la mise en évidence des altérations des processus de réparation de l'ADN, notamment dans le cadre des mutations BRCA, et là encore se développent des stratégies thérapeutiques qui vont cibler les conséquences de ces altérations et qui vont même d'ailleurs exploiter les lacunes nées de cette caractéristique tumorale. Vous avez les altérations du cycle cellulaire qui conduisent à la mise au développement et à l'évaluation clinique d'inhibiteurs du cycle cellulaire qui sont parmi les plus prometteurs en cancérologie mammaire, comme les inhibiteurs de CDK4 et 6, dont l'un des représentants emblématiques vient d'avoir l'AMM conditionnel aux États-Unis dans les cancers du sein métastatiques lumineux. Bref, c'est un modèle qui avait l'air d'être plutôt opérant, mais qui retrouve un certain nombre de lacunes et d'obstacles majeurs. Et un de ces obstacles peut être assez bien illustré par la stratégie, par exemple, de développement d'inhibiteurs du FGF récepteur, donc un inhibiteur un récepteur de facteur de croissance amplifié dans un petit nombre de cancers du sein. Le dovitinib, c'est l'inhibiteur en question. Il a été testé dans une étude incluant plusieurs centaines de cancers du sein métastatiques HER2 négatifs. Et vous voyez que la stratégie de développement et d'évaluation thérapeutique de ce médicament, eh bien, elle est basée sur la recherche de l'expression de ce FGFR, donc l'expression de la cible. Et comme on n'est pas certain que l'expression de la cible conditionne l'efficacité du médicament, eh bien on fait une cohorte qui exprime la cible et une cohorte qui n'exprime pas la cible. Puis, au sein de cette cohorte, on fait des sous-groupes parce qu'on sait que les récepteurs aux œstrogènes restent importants pour évaluer si, en présence ou non du récepteur aux œstrogènes, le médicament peut être efficace. Et au final, vous avez donc une étude qui a mobilisé presque 300 patients, que vous avez disséqué en tout petits groupes de 20 patients, puisque la cible est finalement assez peu fréquemment exprimée dans cette population, et vous allez évaluer, dans cette toute petite population de malades, les résultats de votre médicament. Et ce que vous voyez, eh bien, c'est que dans un petit groupe de patients, il semble y avoir une activité antitumorale modeste, mais pour une population de malades qui représente à peu près 4 patients sur les 270 que vous avez inclus dans le screening initial. Donc vous vous rendez compte que c'est une approche de rentabilité extrêmement faible, qui a mobilisé beaucoup de patientes pour rien, et qui peut poser, outre des questions d'efficacité, des problèmes éthiques. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus intéressant de leur proposer d'autres alternatives à ces 300 malades qui ont finalement pas véritablement bénéficié de l'approche thérapeutique? Et vous comprenez que cette rentabilité faible, elle va être de plus en plus faible au fur et à mesure qu'on va s'intéresser à des altérations moléculaires de plus en plus rares. Et donc, il existe une contradiction qu'il faut dépasser entre la connaissance moléculaire que nous avons des cancers du sein où les altérations sont rares
au sein d'une population donnée, et la nécessité d'avoir rapidement un résultat sur l'efficacité du médicament et de traiter les malades de façon efficace. Alors, une proposition qui a été faite par notre ami Fabrice André à l'Institut Gustave Roussy, qui est véritablement un des leaders de ce concept qui a maintenant diffusé sur l'ensemble des centres français et qui commence à diffuser également, bien sûr, dans le reste du monde, c'est de finalement inverser la situation et remettre le patient au centre du processus. C'est-à-dire que là, plutôt que de baser le développement clinique des médicaments sur une altération moléculaire donnée et de trouver les malades qui correspondent à l'altération moléculaire, on prend les choses à l'inverse. On va, pour chaque patient, essayer de proposer la caractérisation des altérations moléculaires dont la tumeur est porteuse, et en fonction du résultat, on va diriger les malades vers telle ou telle alternative thérapeutique ou tel essai thérapeutique. Et donc vous voyez qu'à ce moment-là, on change de vision et on est probablement, en tout cas en théorie, potentiellement plus rentable. Alors, l'exemple de faisabilité de cette approche a été donné pour la première fois dans une étude qui est parue l'année dernière, qui est une étude qui a mobilisé les équipes de sénologie des centres de lutte contre le cancer dans laquelle on était impliqué. C'est l'étude Saphir 01. Cette étude a été assez simple. L'idée, c'était de proposer à des cancers du sein métastatiques une biopsie du tissu tumoral et d'analyser le prélèvement biopsique de la maladie métastatique dans une plateforme d'analyse moléculaire. Alors à l'époque, de façon assez modeste, une analyse en CGH array, donc une analyse du nombre de copies des gènes, qui, elle, concernait la totalité du génome, mais une analyse de séquençage limitée à 2 gènes, PI3 kinase et AKT. Donc une approche assez balbutiante, mais qui a permis de nous donner un certain nombre de résultats. L'objectif de l'étude, c'était en fait de savoir quel pourrait être le pourcentage de patients candidates à un essai thérapeutique utilisant une thérapie ciblée, issue de cette stratégie de biopsie tumorale. Alors, première information, c'est que d'abord, on a inclus 400 malades en très peu de temps. Donc, c'était une information sur le degré de motivation des investigateurs et des patientes potentiellement intéressées, puisque les gens se sont disputés pour entrer dans l'étude. Deuxièmement, il a été possible, au final, d'analyser 70 à 75% des prélèvements réalisés. Alors, on s'est rendu compte que pour 25% des malades, il y avait des difficultés à analyser le génome en pratique courante parce que le pourcentage de cellules tumorales était assez modeste. Et on s'est assez rapidement rendu compte que les meilleurs prélèvements étaient ceux qui étaient issus des localisations hépatiques ou ganglionnaires et que les localisations osseuses ou pulmonaires étaient plus difficiles à examiner, étaient moins rentables en termes de pourcentage de cellules tumorales. Alors sur les 68% de patients qui ont pu bénéficier d'une analyse génomique, eh bien, on a eu presque la moitié qui était porteuse, au niveau de la métastase biopsiée, d'une altération génomique potentiellement actionnable par un médicament. Donc ça, c'était une information importante. Plus de la moitié des malades qui avaient une analyse génomique, près de la moitié étaient candidates à un ciblage thérapeutique. Le problème plus décevant, c'est qu'au final, un peu plus de 10% seulement de la population a été véritablement traitée par une thérapie ciblée. Alors on va y revenir, on va dire quelques mots du pourquoi. Là, vous avez simplement la constatation de ce qu'on disait au début, très grande fréquence d'altérations moléculaires rares. Très grande fréquence d'altérations moléculaires rares, ça paraît contradictoire, mais vous comprenez l'histoire. Les altérations moléculaires dans la population ne se reproduisent que de façon rare, mais ces altérations rares, elles sont diverses et fréquentes dans les populations examinées. Donc les principales, PIK3CA, des amplifications de cycline, des amplifications d'FGFR, des mutations d'AKT, et puis vous voyez ensuite tout un tas d'altérations qui ne sont présentes que dans moins de 1% des patients. Ici, vous avez le panorama des patients qui ont fini par recevoir un traitement, donc 460 inclus, 48 patients traités, 28 dans une phase 1-2, 43 évaluables, taux de réponse objective sur ces 48 patients traités, 9%, donc assez modeste. Avec cependant un peu plus, si on ajoute aux réponses objectives, les maladies stables de longue durée. Donc finalement,
un certain nombre de conclusions intéressantes à tirer de cet essai, au niveau de motivation des patientes et des médecins pour une approche thérapeutique guidée par la génomique, basée sur des prélèvements de la maladie métastatique. Au final, donc, faible pourcentage de maladies traitées, probablement en partie parce que le screening moléculaire était assez limité. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait des analyses de mutations sur seulement 2 gènes, alors qu'à l'heure actuelle, on a la possibilité de screener plusieurs centaines de gènes en même temps, mais à l'époque, c'était déjà pas mal. Et un élément majeur qui explique les difficultés de traitement, c'est très probablement quand même l'accès qui reste limité aux thérapies ciblées, car cette approche de screening moléculaire n'a manifestement pas été intégrée ou mal intégrée par les stratégies de développement des compagnies pharmaceutiques. Alors, il reste que l'activité antitumorale des patientes traitées, donc qui ont eu accès à une molécule, reste modeste, probablement parce que les patientes étaient lourdement pré-traitées, probablement parce que, en partie, les biomarqueurs qu'on utilisait pour diriger la thérapeutique sont peut-être pas ultra performants, et peut-être aussi parce que les drogues qu'on a testées n'étaient pas les meilleures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ces résultats? D'abord, à l'Institut Paoli-Calmette, on a mis en place, de façon récente, une approche de screening moléculaire qu'on a intitulée PERMED, pour Personalized Medicine. Cette approche, elle est dédiée aux tumeurs solides en général, mais bien entendu en particulier au cancer du sein, puisque l'expertise locale nous a fait considérer cette pathologie en premier pour la mise au point. Elle comprend un consentement éclairé des patients qui inclut un consentement à des analyses génétiques. Elle prévoit la biopsie donc, de la maladie métastatique en radiologie interventionnelle ou par voie chirurgicale ou par technique endoscopique. Et elle va mettre en œuvre, un peu comme dans Saphir, mais avec des outils beaucoup plus performants, une stratégie de screening moléculaire à haut débit qui porte à l'heure actuelle sur 500 gènes et qui est également couplée à de la CGH-array qui s'intéresse aux altérations du nombre de copies. Et la grande nouveauté de cette stratégie, c'est qu'on a couplé cette approche technologique à une RCP, donc une vraie RCP pragmatique que l'on a intitulée RCP de médecine moléculaire et prédictive, dont je vais vous donner quelques caractéristiques. Donc il y a 2 phases dans cette RCP. Il y a une phase de production de l'information, et cette phase de production, c'est une phase qui fait intervenir, vous voyez, beaucoup d'acteurs. Il y a des oncologues médicaux qui vont être en charge de valider l'indication de participation à cette étude, d'obtenir le consentement des patients en expliquant les enjeux, d'organiser la biopsie avec les radiologues qui vont analyser la faisabilité technique de la biopsie et sa réalisation dans de bonnes conditions pour avoir le maximum d'échantillons tumoraux analysables parce qu'il nous faut des échantillons en quantité. La biopsie est prise en charge dès qu'elle est réalisée selon un circuit ultra rapide par le département de biopathologie où on vérifie le diagnostic. On a eu quelques cas où la tumeur, la soi-disant métastase HER2 positive n'était pas HER2 positive, ou même n'était pas une métastase d'un cancer du sein. La cellularité tumorale est un élément majeur pour garantir des résultats optimaux en termes génomiques. Les échantillons sont congelés au sein de la biotech, qui se charge d'extraire l'ADN quasiment en direct ou dans les jours qui suivent, et de faire passer l'ADN au département d'oncologie moléculaire, qui est un département de recherche, mais qui est là à l'interface entre la recherche et le soin, qui va d'abord produire les analyses avec du séquençage génomique haut débit sur 500 gènes, de la CGH-array et une expertise bioinformatique dont Norbert vous avez souligné combien elle était nécessaire à l'interprétation des résultats. Le département d'oncogénétique joue un rôle probablement appelé à être croissant dans cette approche parce qu'un certain nombre de ces altérations peuvent se révéler constitutionnelles ou en tout cas nécessitent une expertise de ce point de vue-là. Et puis, il y a la deuxième phase, qui est probablement la plus difficile, parce que tout ce qu'on vient de voir, c'est de la technologie, et donc on va l'optimiser, l'implémenter, et ça marche déjà de façon assez efficace. Le problème est l'interprétation, et l'interprétation, en fait, elle comprend en fait 3 questions. Y a-t-il des altérations moléculaires? Donc pour ça, il faut des experts de la biologie pour répondre. Donc les gens de l'oncologie moléculaire chez nous, les généticiens peuvent nous aider à répondre à cette question. La deuxième question, c'est ces altérations, maintenant on sait qu'elles existent, sont-elles actionnables par un médicament? Et là,
bien sûr, les biologistes jouent un rôle majeur, mais les oncologues médicaux qui sont au contact des thérapeutiques en développement et les précliniciens des laboratoires de recherche qui testent in vitro dans des modèles cellulaires ou dans des modèles de xénogreffe vont nous aider à répondre à la question. Et puis ensuite, la dernière partie, c'est une question clinique. Quelle est la proposition thérapeutique qu'on fait aux malades? Est-ce qu'on peut l'inclure dans un essai thérapeutique spécifique qui teste un médicament particulièrement intéressant du point de vue de l'altération moléculaire qu'on a mis en évidence? Ou est-ce qu'on a déjà un médicament qui est sur le marché, qui est disponible, qui pourrait être efficace dans l'altération qu'on a mise en évidence, sauf qu'il n'est pas dans l'indication de la patiente. Donc ça s'appelle une utilisation off-label, utilisation hors AMM. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire de façon générale, mais qui est potentiellement réalisable dans le cadre de la loi, dès lors que le patient est informé, dès lors que le médecin prescripteur assume financièrement, y compris le coût du traitement, dès lors que la décision est prise en RCP, dès lors qu'il n'y a pas d'autre alternative, et dès lors que tous les acteurs sont informés. Donc, c'est bien entendu une proposition qui doit rester minoritaire, mais c'est quelque chose qu'on ne s'interdit pas de considérer. Alors, je vous donne un exemple pratique pour que vous ayez une idée de comment ça peut se réaliser en pratique. Vous avez ici une jeune patiente porteuse d'un cancer du sein exprimant des récepteurs aux œstrogènes et ne surexprimant pas HER2, qui a été pris en charge en 2010 par une chirurgie et une chimiothérapie adjuvante suivie d'une radiothérapie avec une hormonothérapie, qui a malheureusement présenté assez rapidement une récidive métastatique hépatique, dont la biopsie initiale a confirmé le phénotype RH plus HER2 non surexprimé, qui a eu une première ligne de traitement assez standard, une hormonothérapie de relais, puis une deuxième ligne également assez standard, puis une troisième ligne par un autre médicament de chimiothérapie, avec toujours une réponse puis une reprogression, et qui finalement s'est retrouvé dans une situation donc, d'échappement aux principales lignes thérapeutiques, avec des métastases hépatiques qui apparaissaient accessibles à une biopsie. Donc on lui a proposé la participation à cette étude, on a mis en route une chimiothérapie d'attente, pendant que l'analyse moléculaire qui prend entre 4 et 6 semaines était réalisée. Et voilà le résultat. Donc, on rend un rapport d'analyse génomique qui comprend des informations bien sûr administratives, des données histologiques, et puis des données de séquençage. Et donc, vous avez ici les mutations dites hotspot, donc des mutations dont on est certain du rôle pathogène, qui sont identifiées chez cette patiente. Alors là, on n'a rien de bien excitant sur un plan thérapeutique. Par contre, en termes de CGH arrêt, et donc d'altération du nombre de copies des gènes, eh bien, on a mis en évidence une délétion homozygote de PTEN. Alors, PTEN, c'est le régulateur négatif de la voie PI3 kinase AKT-mTOR. Un régulateur négatif, quand il est perdu, c'est bon pour le cancer et c'est pas bon pour la patiente. Et la perte de ce régulateur négatif, la perte de PTEN, est un phénomène très certainement favorable à la croissance tumorale, mais l'intérêt de la mise en évidence de cette altération moléculaire, c'est que ça rend la patiente candidate à une manipulation thérapeutique axée sur la voie PI3 kinase AKT-mTOR, et nous avons à l'Institut une étude de phase précoce qui justement teste un inhibiteur de cette voie. Et donc la patiente a été dirigée vers cet essai thérapeutique. Donc c'est une illustration du potentiel de cette approche. Alors, il y a une question importante quand même, c'est est-ce que tout ça est utile aux patients? Ok, on a vu des altérations moléculaires, ok, on peut donner un médicament qui est potentiellement un correcteur de cette altération moléculaire ou qui exploite favorablement cette altération, mais est-ce que ça sert? Est-ce que c'est mieux que faire ce que vous faites et ce que nous faisons tous quand on est en situation d'échec? Eh bien, il y a une étude qui pose la question, c'est l'étude Saphir 02, c'est une grande étude des centres Unicancer, mais pas que, puisque vous avez d'ailleurs l'opportunité d'y participer dans le domaine du cancer pulmonaire avec Clarisse Audiger. On a la même étude donc en sein, une étude conjointe en fait, dans le domaine du cancer du sein, et la question est assez provocante. 460 patientes atteintes de cancer du sein métastatique HER2 négatif, hormonorésistants, donc la question n'est plus l'hormonothérapie, candidats à une chimiothérapie de première ou de deuxième ligne, les malades sont biopsiés, ils bénéficient d'une analyse génomique telle que je viens de vous la décrire, ils reçoivent une chimiothérapie standard, et au terme de la chimiothérapie, s'ils ont obtenu une réponse ou une maladie stable, et que l'analyse génomique a mis en évidence une anomalie ciblable, eh bien, il y a
traitement adapté à l'altération moléculaire versus la poursuite d'une chimiothérapie qui a marché. Donc c'est tout à fait éthique de continuer un traitement qui marche et d'en faire donc le bras contrôle et de tester de façon expérimentale l'arrêt d'un traitement qui marche et son relais par une thérapeutique ciblée, adaptée au panorama moléculaire de la tumeur. Donc cette étude a commencé et elle vient rejoindre notre propre approche de médecine personnalisée. Au total, quand même, à l'Institut Paoli-Calmette, sur la dernière année, on a typé une 50aine de tumeurs. Sur les 3 premiers mois de l'année, depuis décembre 2014 jusqu'en février 2015, on a déjà typé 35 tumeurs. Donc on envisage qu'au terme de l'année 2015, nous ayons pu analyser de cette façon près de 150 cancers, des cancers du sein, mais pas que. Alors quelques limites quand même pour terminer. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'hétérogénéité intratumorale, l'hétérogénéité spatiale. Au sein d'une même tumeur, une biopsie réalisée en haut de la tumeur n'est pas forcément la même que celle réalisée en bas. Et au sein d'une même maladie, les métastases ne sont pas forcément pareilles que la tumeur primitive. Et une métastase pulmonaire n'est pas forcément pareille en tant qu'altération moléculaire, n'est pas forcément similaire à une métastase hépatique. Donc vous voyez la complexité et la limite potentielle que peut poser cette hétérogénéité. Autrement dit, le panorama moléculaire de la biopsie qu'on obtient est-il représentatif de la maladie qu'on traite? Eh bien, ça n'est pas certain. Alors, comment on peut contrecarrer ça? Il y a déjà des améliorations technologiques qui rendent possible d'analyser non pas le matériel tumoral issu d'une biopsie, mais le matériel tumoral, l'ADN tumoral qui circule dans le sang, avec l'idée que ce qui circule dans le sang sera probablement plus représentatif de la réalité complexe d'une maladie métastatique qu'une biopsie d'un petit bout de tumeur. Et il est donc possible de faire ce qu'on appelle des biopsies liquides, c'est-à-dire des prélèvements sanguins dans lesquels on isole l'ADN tumoral circulant, que l'on peut caractériser sur un plan génomique, comme on a caractérisé la biopsie. Ça permet de répéter ces prélèvements dans le temps beaucoup plus facilement que ce qu'on répéterait une biopsie, et donc d'adapter potentiellement les traitements au fur et à mesure de l'évolution des altérations moléculaires. Donc tout ça reste du domaine de la recherche, mais c'est certainement une piste. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, quand même quand on arrive à biopsier les malades et qu'on arrive à leur donner un traitement, 9% de réponse. Donc ça veut dire que la stratégie de médecine personnalisée a un certain nombre de limites en termes d'efficacité qu'il faut absolument optimiser. Première optimisation possible, être meilleur dans la relevance fonctionnelle des altérations décrites. Est-ce qu'on est certain que l'altération qu'on voit a un rôle fonctionnel dans la cellule cancéreuse et donc mérite d'être ciblée par un médicament? Donc ça, on peut optimiser ça si on développe des bases de données qui collectent les données issues des analyses de laboratoire, peut-être par des techniques bioinformatiques, mais c'est une partie de la réponse. L'autre option majeure, c'est de complémenter les données génomiques, les données de séquençage, par des données fonctionnelles. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir une altération d'un gène. Est-ce que dans la tumeur, on voit des signes de l'activation de la voie qui est porteuse de l'altération? Et donc, est-ce qu'on a au niveau protéique la conséquence de ce qu'on voit au niveau génomique? Et c'est tout le champ des analyses protéomiques au niveau de la tumeur qu'il faut absolument développer. Et puis, il y a un autre champ dans lequel on s'est tout particulièrement investi à l'Institut, qui est la caractérisation du phénotype des tumeurs ex vivo, soit en recueillant les cellules issues de la tumeur et en testant directement sur ces cellules les médicaments dont on dispose, soit dans une approche très ambitieuse au sein d'un programme qu'on a appelé Pandora, parce qu'il utilise des avatars murins, eh bien la possibilité de xénogreffer une tumeur issue d'un patient, de xénogreffer à un modèle murin, à une souris, un bout de la tumeur que l'on aura biopsié sur un site métastatique. L'idée étant que si ce bout de tumeur pousse chez la souris, on va pouvoir de façon assez large tester toutes les approches thérapeutiques potentielles. Alors bien sûr, une des raisons des relatives inefficacités de ces approches de médecine personnalisée à l'heure actuelle reste qu'on est souvent limité par un seul traitement, alors qu'il est probable qu'il faut des combinaisons de thérapies ciblées, peut-être des combinaisons rationalisées sur le panorama moléculaire, peut-être des thérapies ciblées multicibles, ce qui est un peu un paradoxe, peut-être aussi, et certainement, le ciblage du micro-environnement, qui lui aussi est quelque chose qui échappe un peu à la médecine génomique, puisque le micro-environnement, c'est un peu le tissu sain, et de ce point de vue, les stratégies d'immunothérapie seront peut-être une réponse à
aux situations où la thérapie ciblée n'est pas envisageable ou n'est pas efficace. Peut-être que lorsqu'il y a trop d'altérations ou des altérations qu'on ne peut pas cibler parce qu'elles concernent des gènes suppresseurs de tumeurs par exemple, eh bien la solution c'est de faire intervenir le système immunitaire. Donc au final, et c'est ma conclusion, explosion technologique qui a rendu possible d'envisager le transfert clinique assez rapidement, mais des validations analytiques qui sont toujours en cours, il n'est pas encore démontré de façon claire que c'est mieux de faire de la médecine personnalisée avec les outils génomiques par rapport à la stratégie conventionnelle qu'on utilise tous les jours. Et il faut probablement intégrer ces stratégies aux autres approches thérapeutiques. Et les enjeux qui restent majeurs, et Patrice Viens les a détaillés dans son introduction tout à l'heure, c'est que quand même, si ça marche, il va falloir que ça soit disponible à tout le monde, pour tout le monde, et c'est donc un enjeu de santé publique, et parallèlement, ça va probablement aussi transformer les modes de développement des produits pharmaceutiques, des compagnies pharmaceutiques, qui vont devoir intégrer que la stratégie ne peut plus être « j'ai une molécule et je cherche les malades qui vont rentrer dans mon essai ». La stratégie devrait être, si ce concept est opérant, nous avons pour une tumeur donnée un panorama d'altérations moléculaires et on va diriger les patients en fonction de ces altérations moléculaires vers les essais qui sont ouverts. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.